Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Eh bien, bonjour Sophie. Bonjour Marine. Bon, comment tu vas ? Eh ben ça va, ça va. Bon, très bien, très bien. Alors, tu es Customer Experience. Attends, je reprends le libellé complet de ton titre. C'est ça. Directrice Customer Experience, Transformation, Customer Care, RSE et Data chez Yves Rocher. Voilà, c'est un titre un peu à rallonge, mais finalement qui décrit mon périmètre. Et ouais, on peut se dire, attends, data, RSE, CX, qu'est-ce que c'est que tout ça mis à côté? Mais en fait, il y a pas mal de synergies et de ponts à faire, puisque on veut bien, effectivement, on est une marque engagée et on veut le montrer à notre client dans son parcours avec nous. Il y a la data qui nous aide à faire tout ça au mieux. Donc, et puis on a aussi d'interactions via le customer care, on a les NPS, tout ça dans ce périmètre-là. Donc, tout ça, elle nous aide à le faire de façon intégrée. C'est vrai qu'on dit que l'expérience client, c'est quand même extrêmement transversal et donc du coup, je trouve que ton poste reflète bien cette notion. Ça fait beaucoup de responsabilités, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, que l'expérience client, ça touche à plein de parties de notre entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous raconter assez rapidement, nous refaire l'historique de Yves Rocher, s'il te plaît ? Alors Yves Rocher, c'est une marque en fait qui a été créée par Monsieur Yves Rocher, donc en 1959. Monsieur Yves Rocher, il habitait dans un petit village en Bretagne qui s'appelle Lagacilly. Ses parents étaient commerçants, voilà, c'était l'ère du petit commerce, quoi, pas du tout connecté. Et puis il a eu une période difficile dans sa vie. Je crois qu'il a perdu son père, quelque chose comme ça, et il est allé se ressourcer en nature. Et c'est là qu'il a découvert finalement d'une certaine façon le secret des plantes. Et il s'est dit mais waouh, c'est dingue. Finalement on n'utilise pas assez finalement tous les bénéfices des plantes. Et il s'est dit, il faut le rendre accessible, quoi. Donc, il s'est mis à fabriquer une crème dans son grenier, qui était d'ailleurs une crème. Son tout premier produit, c'était une crème pour les hémorroïdes. Il a fait une petite annonce dans le journal local pour proposer sa crème. Et c'est comme ça qu'est née en fait l'entreprise et la marque, puisque il y a des gens qui ont acheté, qui ont testé le produit et qui l'ont trouvé dingue. Et puis, au fur et à mesure, après, il a développé des produits cosmétiques. La marque s'est lancée en retail 10 ans après, etc. D'accord. Mais toujours, à partir de ce cœur Legacy. Et aussi, dès le début aussi, dans une logique très tournée client. Parce que, alors si vous allez à Lagacilly, il y a la maison de la marque Yves Rocher qui existe, où vous pouvez aller découvrir tout ça. Mais donc, il avait dès le début ce souhait vraiment d'écouter les clients. Donc, il écrivait des cartes, des lettres. Donc, on peut voir la belle écriture de cette époque-là à ses clients pour leur demander leur retour sur les produits. Et donc, voilà, il y a des lettres absolument extra où t'as un client qui explique que maintenant, grâce à sa crème, il peut faire ses 25 km de vélo hebdomadaire sans aucun souci. Donc voilà, c'était nos premiers retours clients. Et donc, d'une certaine façon, ça fait d'Yves Rocher une marque qui finalement était déjà très, très sur un modèle d'écoute client, de relation directe avec ses clients dès le début, même si c'était pas encore tout à fait digitalisé. Ok, très clair. Hésite pas à rester toujours dans l'axe du micro, tu sais, pour pas avoir les variations, t'inquiète. Mais c'est vrai que, donc du coup, c'est une entreprise éponyme qui a 60 ans aujourd'hui et
un de vos assets les plus forts, si je puis dire, c'est la maîtrise de la data. Parce que depuis le début, vous êtes en relation directe avec vos clients, vos clientes aussi, et vous maîtrisez parfaitement leurs données. Exactement, ça, c'est vrai que ça, c'est un super actif de la marque. Ce modèle finalement, avec lequel la marque est née, qui était la vente par correspondance, et on a aujourd'hui encore des clientes qui nous achètent sur ce modèle-là par Ah ouais? correspondance. Ouais, ouais, c'est un. Ça veut dire que vous avez un catalogue, un prospectus où du coup tu peux cocher les produits que tu veux? Voilà, Ah, mais je sais pas, ouais, mais peut-être ça même. existe encore. Ah oui, 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 mais je crois que j'ai peut-être déjà vu ça dans ma jeunesse, tu sais, à l'époque où tu Ouais, achetais les boules de bain là. Vous avez toujours les boules voilà. de bain? Alors, on l'a pas dans l'assortiment récurrent. Je pense qu'à Noël, il y a peut-être des moments où on fait des boules de vin, mais Je me rappelle de ça. voilà. Mais en tout cas, il y en a des clientes fidèles qui continuent à nous acheter, voilà, par papier, je dirais. Et donc bon, voilà, dans ce modèle-là, on va dire, on avait déjà accès aux données de nos clientes, et à ce titre d'ailleurs, la qualité des données, de l'adresse postale, du nom, et cetera, elle était Mmh. clé. Et puis ensuite, on s'est développé en retail, mais avec nos propres boutiques. Et enfin voilà, on n'est pas vendu par des tiers, donc pareil, on a accès à nos clientes, et on a continué à utiliser la donnée comme vraiment quelque chose de super important pour la relation avec nos clientes, puisque via notre programme de fidélité, puisque voilà, on leur propose de s'inscrire dès qu'elles arrivent à la marque, et là, voilà, on récupère aussi des informations sur nos clientes pour, comme on dit, les chouchouter, et nous, en savoir plus sur ce qu'elles aiment. Et d'ailleurs, c'est quoi est-ce que vous savez quel est le taux d'inscription, je dirais? En gros, dès que tu passes la porte d'une boutique Yves Rocher et que tu fais ton premier achat, effectivement, on te propose, la carte de fidélité. Quel est le taux de transfo? Ah, alors, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il est assez élevé. Il est entre 80 et 90, Waouh! Ah et ouais. effectivement, c'est un indicateur, surtout dans un contexte où, peut-être ça a été assez, difficile en termes, de gens qui rentrent spontanément dans le magasin, avec, tous les aléas qu'on vient de rencontrer. C'est un indicateur qu'on regardait déjà beaucoup et qu'on continue à animer avec une grande priorité dans nos boutiques, en fait. OK. Et alors, quand on a une entreprise qui, s'est créée il y a plus de 60 ans, avec, des outils que bien évidemment, nous n'avions pas à l'époque, comment est-ce qu'on fait pour moderniser sa relation client? Ah, ça, c'est une vaste question. C'est vrai qu'il y a une vraie question d'outils et d'investir, au fur et à mesure dans des systèmes, dans de la techno, en fait, hein, qui permet, de stocker de plus en plus d'informations, et de les faire communiquer entre elles. C'est vrai que nous, un de nos enjeux, c'est, voilà, la data, on l'avait, mais plutôt silotée. C'est-à-dire, on avait, la base de données de nos clientes qui achètent en magasin, et puis au fur et à mesure, on a eu de la vente en e-commerce, donc on avait la base de données. Mais reconnaître, savoir que Marine, oui, c'est la même, en fait, celle qui a acheté, avant-hier dans telle boutique, et voilà, aujourd'hui en e-commerce, et en fait, c'est pas, si facile que ça Ouais, pour je une suis d'accord. entreprise, voilà. Donc ça, on a investi pour le faire, et vraiment pour aller dans une logique d'omnicanalité. Ça veut dire savoir reconnaître que c'est la même, être capable de proposer, typiquement notre système de feed qui marche autant en magasin qu'en e-commerce. Ça, c'est le cas, mais ouais, c'est le cas en France, enfin dans un certain nombre de pays, pas encore partout. On est encore, Et dans cette logique-là. vous avez 26 ou 27 marchés? On a 26 filiales, ouais, et D'accord, on doit être présent dans, ouais, quarantaine de pays dans le monde. d'accord, OK. Voilà, donc il y a en France, voilà, tu vas sur le site internet, tu as accès à tes offres, celles de ta carte postale, aussi bien sur le site internet qu'en allant en magasin. Mais il y a des pays où on n'a pas encore, été à ce niveau-là. OK. Après, c'est vrai que sur la data, l'enjeu, c'est qu'on a beaucoup de data, mais effectivement, il faut savoir la faire communiquer pour l'avoir dans une vision omnicanale, et surtout on a de plus en plus de data digitale. Donc tout ça, c'est un enjeu après de pouvoir l'exploiter, pour la faire parler, en sortir des use cases, de la personnalisation, du ciblage, des études qui nous permettent de mieux comprendre les comportements clients, et de mieux l'utiliser pour notre expérience client, justement. Mmh. Et vous avez rendu vos clients extrêmement autonomes aussi. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, ça c'est un sujet qui concerne, aussi beaucoup justement le self-care, enfin toutes les questions, que la cliente va se poser, bah, dans son process, de vente ou de commande. Et d'ailleurs, c'est un modèle, qui est un peu le reflet de l'expérience qu'on veut offrir en boutique parce que nous, on est sur un positionnement accessible, donc on n'est pas sur un positionnement luxe ou en boutique, tu vas avoir une prise en charge à 100 depuis le moment où tu rentres en boutique, jusqu'à la caisse. Tu peux aussi avoir un parcours, tu viens, tu choisis tes produits, puis tu passes en caisse, c'est rapide et puis tu repars, quoi. Et ça dépend de la cliente. En revanche, si elle veut être conseillée sur, le choix de son soin visage, par une experte, elle peut aussi. Donc en fait, dans le parcours, sur, tout l'accompagnement de la cliente en care, on est aussi vraiment dans cette logique de dire: «Aujourd'hui, la cliente, elle peut nous appeler, dans le service client, bah, elle peut nous appeler, elle peut nous écrire, mais on se dit qu'il y a beaucoup finalement de questions qu'elle a sur lesquelles elle veut il faut aussi qu'elle soit en capacité à trouver beaucoup plus facilement les réponses par elle-même si elle le souhaite. Donc ça passe par, toute la refonte de la section, FAQ, du site internet qui, Très important, la section FAQ. voilà, c'est ça. Alors n'allez pas voir celle d'Yves Rocher aujourd'hui parce qu'elle est pas encore au point, mais on est dessus. Donc, voilà, il y a toute une partie d'analyse pour, déjà, là, on a fait toute une partie d'analyse, de toutes les questions qui remontent au service client pour dire, bah, quelles sont finalement les raisons de contact et celles sur lesquelles on peut penser qu'en fait, la cliente, si elle trouvait facilement sur internet, en fait, elle appellerait pas et ça serait plus simple pour elle. Donc ça, on a regardé, notamment, il y a plein de questions type, où est ma commande, et cetera, sur lesquelles on travaille justement pour une cliente qui a acheté, bah, elle peut aller maintenant demain, elle pourra aller sur son compte et avoir, plus d'infos sur le tracking de sa commande, ça sera plus simple pour elle. Et puis après, il y a toute la partie dynamique, pour être capable d'avoir un petit moteur de recherche, d'avoir des liens sur ta FAQ qui font que tu es plus vite renvoyé, sur les questions qui te sont utiles. Et carrément aussi la partie, chatbot pour que tu puisses, la tendance maintenant, c'est aussi de plus en plus que c'est les comportements, Google, quoi. En fait, sur les moteurs de recherche, ce qu'on voit, c'est que les clientes, elles posent de plus en plus des questions complètes, en fait. D'accord. Et même sur les moteurs de marque, en fait. Parce que c'est Qu'est-ce que tu appelles un moteur de marque? C'est la petite loupe que tu vas avoir sur ton ouais, site, c'est ça? ouais. OK. Et en fait, tu vois, de la même façon que sur Google, tu es habitué à taper ta question, en fait, à savoir que tu vas avoir, bah, quelque chose qui va sortir, qui va être le plus précis possible par rapport à ça. Et donc c'est un peu en train de devenir un standard dans les façons de chercher, en fait, D'accord, donc il sur tape l'information. plus, suivi de colis, il tape: «Comment suivre mon colis?» Voilà. Et ça, en fait, le truc, c'est que si tu as des clients qui tapent ça, et ben, heu, si tes moteurs de recherche, ils sont pas bien faits, il y a trop de mots, donc tu vois? Ça peut te Ah! sortir voilà, donc là, bon, il y a des fonctionnalités qui se développent, qui incorporent justement un peu d'AI, d'intelligence artificielle pour, être capable d'optimiser la qualité des réponses qui sortent, quoi. Et tu me disais, tout ça, vous le développez en interne? Alors, il y a toute la partie format des FAQ, analyse des questions et cetera. Ouais. Ça, on le fait en interne. Si on investit sur un moteur de recherche, plus sophistiqué, ça, on n'est pas encore, là-dessus, mais ça, il y a des solutions sur le marché et il te faut, voilà, tu pas forcément intérêt à mettre tes data scientists internes sur le sujet, sachant qu'il y a des choses qui existent, sur étagère, quoi. Mmh. Et donc tu penses que le fait de rendre autonome le client, c'est lié aussi au positionnement tarifaire de la marque? Si tu étais, sur un positionnement luxe, tu n'irais pas faire toutes ces actions, self-care? Ah non, ça, je pense que Ouais. ça correspond vraiment à des standards, quoi, à des comportements clients, enfin, si tu il y a beaucoup de clients, je sais pas, ils sont, dans une situation, voilà, tu es au bureau, tu as ta petite question, tu veux pas forcément prendre ton téléphone et du bruit autour. Enfin voilà, il y a plein de situations où c'est plus pratique pour le client de trouver par lui-même, sans avoir à appeler, à contacter. Donc je pense que ça correspond à un standard d'attente, en fait, des consommateurs. OK, peu importe le positionnement de la marque au Mmh. final. OK, très clair. Et du coup, vous avez aussi mis en place le fameux NPS. Eh oui, le NPS, ouais, bien sûr. Donc ça, notre NPS, il est en place
une quinzaine de nos marchés sur voilà, post-achat magasin, post-achat e-commerce, post-livraison quand tu es livré en e-commerce et post-SAV quand tu as été en contact avec le service client. Donc, on récolte voilà, tous nos 4 NPS du coup. 4 NPS, voilà. Donc voilà, ça on est super content. Donc là, notre enjeu, c'est vraiment comment les exploiter au mieux, comment animer le NPS dans l'entreprise, sachant que voilà, faut l'animer dans les 15 marchés, en tirer profit à la fois en retail, en e-commerce. Donc ça, c'est un vrai enjeu plus managérial et d'animation dans l'entreprise, quoi. Et alors, comment est-ce qu'ils sont ces NPS et c'est quoi vos learnings sur la mise en place du NPS? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors ça c'est je vais me faire des ennemis, mais alors on a un problème avec nos NPS, c'est qu'ils sont trop bons. Non, sérieusement, on a des super scores et c'est vrai que ça fait plaisir. Ils reflètent voilà, pour donner des ordres de grandeur sur, alors il y a des différences, hein, suivant les marchés parce qu'il y a des différences, culturelles importantes. Mais sur la France, on est autour de 65 en e-commerce et ouais, en dessous de 60, plutôt 55 en retail. Donc c'est des excellents scores, hein, quand on se compare, en benchmark. Après, ce qui est super intéressant, c'est que tu peux toujours faire parler donc je dis c'est un problème parce que du coup, quand on veut animer le NPS en interne, il n'y a pas de sentiment d'urgence en mode «Ah les mecs, faut qu'on se bouge». Ouais, parce qu'il est bon. Donc en fait, on Il se est dit: bon. «Bon bah, Voilà, oui, bon, c'est bon, on est bon, quoi, restons sur super. nos acquis». Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le petit challenge. En revanche, il y a toujours des choses à en apprendre. À la fois parce qu'en fait, ta moyenne, elle cache après il y a des éclairages. Typiquement, en retail, ce qu'on peut voir, c'est la disparité des NPS entre les boutiques. On peut avoir des écarts jusqu'à 30 points dans certains de nos pays entre Ouais. la meilleure et la moins bonne. Donc là, ça permet vraiment de travailler des points d'amélioration, avec, pour regarder ce que font les bons et aller travailler, avec les boutiques qui ont besoin de s'améliorer. On peut aussi faire des analyses suivant les types de clients. Donc, par exemple, sur le e-commerce, on a comparé les nouveaux clients et les clients qui connaissent déjà la marque. On s'est rendu compte qu'il y avait un décrochage sur nos NPS vis-à-vis de nos nouveaux clients. Donc, on se Donc dit: «Ah bah». les nouveaux clients ont une moins bonne impression de Yves Rocher que les anciens. Voilà, dans leur parcours e-commerce et donc c'est peut-être que du coup, quand tu connais moins les produits, quand tu connais pas, le système promotionnel, tu as peut-être un peu plus de difficultés à te repérer en fait, dans le parcours e-commerce, que quand tu es déjà, client de la marque. Voilà, donc ça c'est et puis dans les NPS, il y a plein d'éléments, plus qualitatifs parce que, on pose des questions par sous-item. Donc ça, par exemple, sur le e-commerce, ça nous a beaucoup alimenté. On a toute une refonte continue de notre site e-commerce, pour identifier, les pain points sur lesquels on doit continuer de travailler. Donc là, on s'est rendu compte, effectivement, toute la partie suivi de livraison, toute la l'aide au choix dans le produit, c'était des axes qui remontaient dans les NPS, sur lesquels on pouvait s'améliorer. D'accord, OK. Très clair. Et toute la partie aussi, tous les commentaires quali que nous laissent les clients. Donc là, en fait, à l'échelle d'un magasin, tu en as quelques-uns et là, l'enjeu, c'est que, ça devienne un réflexe dans les pratiques, du magasin, de regarder les commentaires et de se dire: «Tiens, ça, qu'est-ce qu'on en retient? Est-ce que» voilà, ça alimente un plan d'action pour le magasin. Donc ça, c'est vraiment, le plan d'animation que j'écrivais tout à l'heure. Et à l'échelle de la marque, le truc, c'est que tu en as, voilà, tu as une volumétrie, de commentaires qui est énorme. Donc là, on s'est doté d'une solution d'analyse sémantique Top. pour nous aider à décrypter, voilà, qu'est-ce qui ressort de ces commentaires. C'est marrant parce que justement, pour faire le lien, on a fait une petite analyse pour dire: «Tiens, qu'est-ce que disent les clients de nous sur, la partie, RSE?» Parce que justement donc voilà, ça tu peux grâce à l'analyse sémantique, dire: «Bon, je sors sur les mots-clés, environnement et cetera et je vais aller chercher, les commentaires et ça va m'amener des insights sur, ce que les clients apprécient ou, ce qu'est leur point de dissatisfaction sur la marque». Et quel outil vous avez choisi justement pour faire cette analyse sémantique? Tu te rappelles? Oui, c'est, Airdeal, la solution avec laquelle on travaille. Airdeal? OK, je connais pas, je vais regarder.
Je mettrai dans les notes de l'épisode pour les auditeurs. Ok. Et justement, tout à l'heure, on parlait du chat. Est-ce que c'est pas quel est l'apprentissage sur le chat? Je sais qu'on avait parlé un peu de notions d'échec ou de choses qui sont en cours d'amélioration qu'il faut retravailler. Sur ce point-là, c'est le chat chez vous qui pose souci, qui a posé souci. Ouais, tout à fait. Ouais, le chat, en fait, on a essayé plusieurs expérimentations sur le chat. Donc justement, dans la partie FAQ, notamment pour répondre aux questions SAV de nos clientes. Euh, et en fait, il y a toute une configuration pour que. Donc, c'était dans un format bot pour avoir voilà, des réponses préformatées et renvoi sur du live chat avec Tout à fait. nos conseillères, voilà, en cas où ça passe pas. Donc, en travaillant avec nos conseillères en service après-vente qui sont outsourcées. Donc là, on travaille avec Avec Comdata. partenaire. Ouais, c'est Comdata, notre partenaire sur un certain nombre de nos pays. Et là-dessus, en fait, on s'est rendu compte que en ouvrant comme ça, le bot, ça demande vraiment d'être bien travaillé pour cerner au mieux et finalement bien mettre la cliente dans un rail des questions préformatées sur lesquelles on va être capable de lui répondre en bot. Et après, de bien travailler sur le modèle opérationnel côté service client pour être capable de bien ouvrir les bonnes plages horaires avec le bon nombre de conseillères, etc. pour répondre. Et là, en fait, on n'avait pas toutes ces conditions réunies. Du coup, il y avait beaucoup de questions. Finalement, le bot était trop ouvert et donc la phase d'apprentissage trop longue. Donc, du coup, il y avait trop de réponses qui basculaient en live et on n'avait pas le bon dispositif pour répondre avec le bon taux de service. Donc, au final, c'était soit ça allait être hyper coûteux voilà, pour accompagner cette montée en puissance, soit ça allait être déceptif pour les clientes. Donc, on l'a fermé. Et là, on est en train de retravailler justement pour remettre en place le chat, toujours dans ce format hybride bot et live, mais avec les bonnes conditions. Notamment, c'est justement pour bien, on va dire, faire apprendre au bot. On a fait toute cette analyse des raisons de contact en service client, justement pour se dire, voilà, ça va être sur quoi qu'on va pouvoir driver la cliente sur les bonnes questions. Quelle est ta plus grande fierté dans ton poste aujourd'hui, dans ce que tu as pu faire ou dans ce que tu fais au quotidien? Alors, déjà, moi, je suis fière de travailler pour une marque engagée, parce que Yves Rocher, c'est une marque engagée depuis le début pour voilà, mettre à disposition des clientes des produits naturels et aussi, du coup, essayer de préserver la nature au maximum. Donc, on a plein d'initiatives pour voilà, réduire le plastique dans nos produits. Là, on vient de lancer une super gamme de shampoings solides. Donc voilà, ça va se faire progressivement parce que il faut aussi accompagner les clientes dans les nouveaux usages. Mais voilà, il y a plein d'initiatives qui sont là-dessus et ça, je trouve que ça a vachement de sens. Et après, non, je pense que ma plus grande fierté, chez Yves Rocher, je travaille avec 30 personnes dans mon équipe et c'est en fait la somme des petites fiertés de ce que je fais au quotidien sur la data, sur la RSE, sur la CX, voilà, de tous ces projets qu'on met en place, sur lesquels on apprend. Donc, c'est la somme des petites pierres. Très bien. Et il y a un truc sur les beauty advisors en magasin. Concrètement, aujourd'hui, quelle est la force de leur rôle? Je remonte un Oui, peu avant ouais. parce que sur la partie NPS, du coup, il y a un apprentissage que vous avez eu sur le retail et j'aimerais bien que tu nous en parles, pardon. Oui, tout à fait. Ouais, ce qu'on voit, c'est que dans nos NPS Retail, tu as tout à fait raison. Dans nos NPS Retail, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un item qui ressort dans un des items qui est toujours super bien noté quand ça se passe bien et à l'inverse, qui peut être vraiment l'objet d'insatisfaction, c'est le service apporté par le beauty advisor. Donc, c'est vraiment ce qui peut faire la différence entre une expérience très réussie ou à l'inverse, une expérience déceptive, quoi, suivant la façon dont la prise en charge s'est passée en magasin. Et Voilà. là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment le graphe. Tu peux montrer à tes collaborateurs que c'est ça ce qui va faire toute la différence et est-ce qu'ils y sont sensibles, tu vois, parce que généralement quand tu dis à tes collaborateurs oui mais c'est vous qui êtes le cœur de l'entreprise, vous faites la différence d'un point de vue client, machin, ils disent oui bah, c'est du joli blabla, là tu as des chiffres, est-ce que ça leur parle plus, c'est quoi leur sensibilité, comment c'est perçu? Ouais, ça, je pense que c'est bien perçu et c'est pour ça qu'on a un bon NPS, c'est que c'est ce rôle
clé de l'humain dans notre relation client, dans la proximité qu'on a à nos clientes, il est vraiment porté en magasin et c'est vraiment, je pense que ça fait partie d'une des valeurs de l'entreprise. Donc, on n'a pas trop besoin de ramer et de sortir les rames. Ouais. Après, c'est un effort constant, hein, je pense, en magasin. On travaille avec des franchisés hein, dans une grande partie de nos pays. Donc, c'est elles hein, qui ont ce rôle. C'est elles qui managent voilà, les beauty advisors. Donc, c'est un effort constant de leur part hein, pour créer cette dynamique. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie de notre modèle. Et alors justement, est-ce qu'en magasin, vous utilisez aussi des actions de self-carisation pour les clients sur le parcours en boutique? Bah, la partie autonomie en magasin, ça va passer, plus par, le merch, Ouais. justement pour se dire, bah, la cliente, qui a pas forcément, voilà, qui rentre dans un magasin, faut que, le merch, il lui permette, bah, de bien comprendre, les gammes, de bien comprendre les bénéfices des produits. Donc, voilà, si vous allez, voir dans une boutique Yves Rocher vous verrez, il y a sur le skincare notamment, on a des petits explicatifs pour expliquer, bah, telle gamme par rapport à telle autre, ça sera quoi les bénéfices pour vous? Donc ça, c'est vrai que c'est assez important, pour nous de pouvoir, proposer un parcours, qui amène de l'autonomie à une cliente qui veut comprendre sans forcément être prise en charge, quoi. Ouais, donc amener de l'autonomie en physique et en digital, c'est important. Hem, pour, finir sur cette partie, de l'épisode, Sophie, je voudrais te poser 3 questions. Attention, attention. Quelle est ta meilleure expérience client? Ah, ma meilleure expérience client. Je pense que, alors vous allez voir, c'est mon petit côté, gourmande. Moi, je trouve que l'expérience client que j'ai chez, Biocop, Ouais. elle est extraordinaire parce que c'est, une expérience vraiment dans la proximité. À la fois, bon, voilà, c'est une chaîne de magasins qui propose, voilà, un choix de produits, qui me correspondent, ça c'est la base. Mmh. Pour donner un exemple, donc là, j'ai un magasin, près de chez moi dans lequel je vais régulièrement et j'y passe en janvier, et là, il y a un des vendeurs, que je vois souvent en fait, qui me voit, il me fait: «Ah, madame Moras?» Il me dit ouais, je dis: «Ah bonjour, bonne année, bougez pas», et là il part et en fait, ils avaient mis de côté un petit cadeau pour chacune enfin, pour les Ah! meilleures clientes du magasin. Je savais pas que j'étais meilleure cliente, mais je pense qu'il doit y en avoir un certain nombre. Donc voilà, ils te faisaient choisir, je sais plus quoi, une bouteille de vin ou quoi, et donc c'était, une petite attention pour, te remercier et cetera, et ça, voilà, ça c'est voilà, c'était, je me suis dit: «Mais c'est dingue, ce que vous faites!» Voilà, et ça s'incarne, par, la qualité, bah, pour le coup humaine, en fait. Beh, oui, parce que c'est pas comme s'il avait scanné, en fait, limite, ta carte de fidélité en caisse, qu'il avait dit: «Ah bah, je vois que vous avez le droit à un cadeau, machin». Non, là, il t'a reconnu. Non, parce que ouais, par contre, tu vois, sur la fidélité, là, ils ont du travail à faire. Ils travaillent encore sur, tu as un petit bon, de 5 € que tu peux pas, voilà, que si tu perds, si tu le perds, tu l'as perdu, qui se Mais balade en on en papier. parlera de la stratégie de fidélisation dans la deuxième partie, de l'épisode. Hyper intéressant. Écoute, tu plus qu'à faire une mission ou à postuler chez Biocop, c'est tout, hein, et tu as une Voilà, c'est reco ça. à leur faire. Et alors, quelle est ta pire expérience client? Ma pire expérience client, je crois que c'est, les expériences, alors ça va peut-être parler à une partie des Français là, avec, ce qu'on entend sur SNCF Connect, mais excusez-moi, cher ami de la SNCF, je crois les occasions de SAV avec la SNCF où tu appelles, SNCF, on te dit: «Ah non, mais ça c'est oui». Enfin, tiens, en fait, où on te fait porter des questions d'organisation, mais toi, tu es client, tu comprends rien. Tu te dis: «Pourtant, je veux bien comprendre, mais là, et tu te retrouves à appeler, 3 fois 3 services clients différents parce qu'il y en a un qui te dit: «Non, c'est pas nous, c'est l'autre», enfin voilà, tu es vraiment pas pris en charge comme un client, donc ça, moi, je crois que ça m'avait mis dans un état de colère, donc Je comprends, je comprends. Et qui est-ce que tu aimerais entendre justement, bah, peut-être la SNCF, parler d'expérience client sur ce podcast?
Ou peut-être pas du tout, justement. Si, parce que je suis sûre que, Mais je pense que tu t'entendrais bien avec Isabelle Garcia. Je sais pas si tu as écouté son épisode, mais je pense que tu t'entendrais bien avec elle. Et elle était en poste, elle était secrétaire générale sur le RERC. Donc bon, ça touche quand même à la SNCF. Je pense que vous vous bah, entendriez bien. j'écouterai son Ouais. podcast. Non, mais en vrai, je dis pas ça pour me rattraper, mais je suis sûre qu'ils font des choses. Après, j'imagine il y a juste des freins organisationnels, de système, de plein de raisons différentes qu'on perçoit pas et qui font voilà, ils sont pas au bout. Donc, SNCF, pourquoi pas? Bah, peut-être justement les boîtes de services. J'aimerais bien entendre en fait des entreprises qui sont en train de retravailler différemment leur service client en utilisant davantage tout le conversationnel. Je sais que Nestlé et L'Oréal, ils travaillent dans ce sens-là, donc je trouve que ça peut être intéressant de D'accord. voir comment des marques utilisent leur service client, pas dans une optique juste de réponse aux questions, mais aussi d'entretenir des relations, des conversations même avec leurs clients de façon plus large. Ok, top. Eh bien, c'est noté. Merci Sophie pour ce premier échange et cette première partie d'épisode. Du coup, vous aurez un deuxième épisode avec les questions-réponses que la communauté a postées à Sophie, a posé à Sophie. Mais bon, ils ont posté, donc du coup, voilà, ça va pas ça. Merci beaucoup Sophie. Merci Marine. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.